Bonjour à tous, alors ici quelques explications sur la matière que vous avez dû voir pendant que l'autre groupe était en évaluation. Donc à partir de la page 20, on a vu les limites du PIB, on a ici quelques applications. La question 1, les événements suivants influencent-ils le PIB? Justifiez votre réponse. Alors, Madame Dupont cueille des fleurs dans le jardin. Non, ça ne va pas rentrer dans le calcul du PIB, étant donné qu'il n'y a pas de production. Donc, on rappelle que le PIB est la création de richesse, c'est la vision de la production, de l'activité économique d'un pays. Donc, Madame Dupont qui cueille des fleurs dans le jardin, ça ne rentre pas dans le calcul du PIB. Des fruits se vendent sur le marché local, ça rentre dans le calcul du PIB, étant donné qu'on a de la production et de l'échange. Un automobiliste qui est blessé lors d'un accident est traité à l'hôpital. Alors, ça va rentrer dans le calcul du PIB parce qu'il va y avoir une création de richesse, malgré qu'il y a de façon sous-jacente un aspect négatif, puisqu'il s'agit ici d'un accident de la route. Des retraités travaillent gratuitement pour la communauté. Ça ne rentre pas dans le calcul du PIB, il s'agit du bénévolat. C'est une des limites qu'on a vues par rapport au PIB. Et un garage automobile a acheté des pneus afin de les vendre l'année prochaine. Alors oui, ça va rentrer dans le PIB. Il y a donc ici un échange et un investissement. Alors ça c'est la question 1. Pour la question 2, on vous demande donc de calculer la valeur ajoutée utilisée pour mesurer le PIB. On vous donne les facteurs de production, donc l'input 60, la production output 230, la pollution de l'air à cause de la production, une estimation de 5 unités. La valeur ajoutée, on rappelle que c'est en quelque sorte le chiffre d'affaires moins les consommations intermédiaires. On vous donne ici donc la production, l'output 230. On retire de ça les consommations intermédiaires qui sont ici libellées sous forme de facteurs de production, l'input 60. On va donc avoir 170 unités qui représentent donc la valeur ajoutée qui permet de mesurer le PIB. L'exercice est fait ici pour qu'on s'aperçoive que la pollution de l'air qui est causée par la production n'influence pas du tout le PIB et ne rentre pas dans le calcul du PIB. Alors la troisième question, le PIB réel est-il un bon indicateur de la qualité de vie dans un pays? Alors non, le PIB réel n'est pas un bon indicateur. On a vu quelles étaient les limites du PIB. On n'inclut pas les transactions illégales, les activités domestiques et les activités bénévoles. Malgré que, on l'a vu également depuis 2014, l'économie souterraine qui comprend en partie tout ce qui concerne la drogue, la prostitution, doit être estimée et introduite dans le calcul du PIB. Ici, on parle des transactions illégales, les choses qui ne font pas partie des estimations donc, de l'économie souterraine. Et on ne tient pas compte non plus du système de santé, du système d'éducation, de l'espérance de vie, de l'environnement. Donc il y a un certain nombre de choses qui ne rentrent pas dans le calcul du PIB et c'est pas donc un indicateur, un bon indicateur en tout cas pour la qualité de vie dans un pays. C'est un indicateur qui va surtout mesurer donc la richesse créée, l'activité économique. Ça c'est la question 3. Alors pour la question 4, en quoi l'approche en termes d'IDH complète-t-elle celle en termes de PIB? Alors, la variation du produit intérieur brut qui est mesurée en volume, c'est un indicateur de la richesse créée. Ça permet d'appréhender la croissance économique, mais cet indicateur n'est pas parfait. Il doit être complété par un indicateur de développement humain. Et l'IDH en est un, il est intéressant donc à voir ce que ça donne comme résultat pour estimer au mieux le développement d'un pays. On aurait tendance à dire que le PIB est plutôt un indicateur quantitatif
de mesure de la richesse créée, qui a ses limites, c'est sûr, on a vu. C'est pourquoi l'IDH, qui lui est plutôt un indicateur qualitatif, peut être complémentaire au PIB pour bien évaluer le niveau de développement d'un pays. Donc PIB, indicateur quantitatif de la mesure de la richesse, et l'IDH, plutôt un indicateur qualitatif du développement d'un pays, de la qualité de vie dans ce pays. Alors vous avez donc en bas de la page 21 ici et à la page suivante, à la page 22, des graphiques et des tableaux qui vous donnent certaines informations. On doit donc analyser ces deux premiers graphiques qui sont des PIB à prix courant. Le troisième graphique qui est en bas de la page 22 est plutôt mis pour info. Donne des conclusions donc, par rapport au PIB par habitant et à l'IDH pour la Belgique et compare là à un autre pays où la différence est significative. Alors, on voit sur le premier graphique qui est ici, donc en dessous, à la page 21, que la Belgique a un PIB par habitant supérieur à la moyenne européenne et relativement proche de nos voisins européens, sauf évidemment pour le Luxembourg. La Belgique est 17e au rang mondial de l'IDH. Ça, c'est ce qu'on peut voir donc, dans le premier tableau de la page 22 avec le classement des États du monde pour l'IDH. Il n'y a pas réellement de corrélation, donc il n'y a pas de relation entre le PIB par habitant et l'IDH. L'Angleterre, par exemple, qui a un PIB par habitant inférieur au nôtre, a pourtant un IDH qui est supérieur à celui de la Belgique. Et l'Allemagne, qui lui a, un PIB par habitant assez proche de ce que nous on a en Belgique, a un IDH qui est supérieur à celui de la Belgique. Donc, il n'y a pas réellement de corrélation entre le PIB par habitant et l'IDH par rapport à ces deux tableaux graphiques. Alors si on compare, pour le petit b, si on compare les indices avec le Luxembourg, on voit que le PIB par habitant du Luxembourg est bien supérieur à celui de la Belgique et à la norme européenne d'ailleurs, mais son IDH par contre, pour le tableau suivant, est inférieur au nôtre et donc le Luxembourg crée énormément de richesses par habitant, mais le bien-être de la population n'est pas forcément en lien avec cette richesse économique. C'est comme ça qu'on peut éventuellement donc commenter les deux tableaux, page 21 et page 22. Alors maintenant, si on passe donc à la comptabilité nationale, vous avez donc dû prendre connaissance de ce texte, page 23, et vous avez dû répondre aux questions qui sont posées à la page 24. À quoi servent donc les comptes nationaux? Les comptes nationaux regroupent les transactions conclues entre les agents économiques. C'est effectivement vrai. C'est à ça donc que servent, si on veut, les comptes nationaux. C'est justement à rassembler l'ensemble des transactions des échanges entre les différents agents économiques d'un pays. Les comptes nationaux renseignent un nombre de variables telles que la valeur ajoutée, les salaires, l'emploi, les investissements. C'est vrai, c'est ce qui est contenu dans les comptes nationaux. Le PIB est la somme des valeurs ajoutées d'une branche d'activité. Alors ça c'est faux. Il s'agit de la somme des valeurs ajoutées, mais de l'ensemble des branches d'activité, et pas d'une seule branche d'activité, mais c'est la somme des valeurs ajoutées de l'ensemble des branches d'activité. Souvenez-vous, tout au début donc, de cette partie sur les indicateurs de mesure économique, on avait pris un pays
avec un pays fictif avec 3 secteurs et on avait bien l'ensemble des valeurs ajoutées de nos 3 secteurs d'activité. Alors, la Banque nationale de Belgique fournit les principales statistiques. C'est vrai, c'est tout à fait vrai, mais elles sont aussi fournies par d'autres services publics. Les activités illégales ne sont pas renseignées dans les comptes nationaux. Alors on peut dire que c'est faux parce que depuis 2014, elles sont renseignées dans les comptes nationaux. Un certain nombre de pays européens sont obligés de faire une estimation de cette économie souterraine et de l'inclure dans le calcul du PIB. Et enfin, les comptes nationaux sont établis selon les définitions du système européen des comptes nationaux et régionaux. On appelle ça le SEC. Cela permet ainsi de comparer les pays entre eux. C'est vrai, c'est un des objectifs de la comptabilité nationale, c'est de pouvoir donc comparer les différents pays et leurs économies. Alors on peut maintenant essayer de définir la comptabilité nationale et on aurait comme définition une représentation synthétique et quantifiée de l'activité économique d'un pays. Donc ça, c'est ce que c'est que la comptabilité nationale. C'est le reflet donc de l'activité économique d'un pays d'un point de vue donc des valeurs et des indicateurs économiques. Alors ici, vous avez un extrait de la synthèse des comptes nationaux pour la Belgique. Indicateur économique pour la Belgique, synthèse. Quelles sont les informations qu'on retrouve dans ce tableau? Alors, il faut décortiquer le tableau. On va avoir, d'une part, les réalisations en 2017, 2018 et 2019 et les prévisions pour 2020 et 2021. Alors, on a le PIB ici en volume et il est exprimé en pourcentage de variation par rapport à l'année précédente. On a les différentes valeurs qui servent à calculer le PIB. Et on a une comparaison avec, d'une part, la zone euro. D'accord ? La zone euro, on se rappelle que ce sont les 19 pays de la communauté européenne qui ont comme monnaie la monnaie unique, donc l'euro. Et l'Union européenne a les 27 pays, donc l'ensemble de l'Union européenne. Donc ça, c'est pour pouvoir comparer le PIB de la Belgique avec d'autres pays, d'autres structures. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici les informations qu'on retrouve dans le tableau. On va avoir les différents indicateurs économiques que vous avez ici. Alors, on voit que ça a été publié le 30 du 10 de cette année, donc c'est assez récent. Donc, ce sont des chiffres qui sont d'actualité. On a le PIB en volume, variation du pourcentage par rapport donc, à l'année précédente, et sa composition qui est là pour la Belgique. On a les réalisations 2017, 2018, 2019 et les prévisions 2021 et la comparaison avec l'Europe. Alors, à quoi ça sert toutes ces données? Eh bien, ça sert principalement à faire des comparaisons, à faire des prévisions, à voir ce qui a été réalisé au niveau économique en Belgique et ça va servir à nos gouvernements aussi pour prendre des décisions pour le futur. Et enfin, qui va les utiliser et pourquoi? Eh bien, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc, les gouvernements pour la prise de décision, la presse pour en informer le citoyen, les entreprises vont pouvoir utiliser ces données également pour connaître l'état de santé de leur secteur d'activité et de l'économie en général. Voilà, comme ça vous avez l'explication. Si vous avez des questions, ne restez pas avec vos questions, posez-les-moi, il n'y a pas de souci. J'espère que c'est clair. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.